Émission du 6 novembre 2024. Bienvenue à tous. Kim Roy-Grenier au microphone. Aujourd'hui à l'émission, nous faisons le point sur les élections américaines pour tenter de cerner quels impacts le résultat pourra avoir sur les communautés LGBTQ+. Et nous allons le faire en compagnie de deux militantes trans. D'abord, Céleste Trianon, fondatrice de la clinique Jury Trans. Bonsoir, Céleste. Bonsoir. Est-ce que tu peux te décrire physiquement et nous partager tes pronoms? Absolument. Donc, moi, je suis une femme trans-asiatique, présentement en train de porter des jeans couleur bleu, puis un petit gilet en cuir. Et ouais, sinon, j'ai les cheveux assez colorés de manière bizarre, en guillemets. Donc, c'est d'habitude comme ça que le monde me reconnaît. Et on va aussi accueillir, on va faire la discussion en fait avec Zaël Gour. Bonsoir, Zaël. Bonsoir. Est-ce que tu peux te décrire et nous partager tes pronoms? Oui, je suis une fille trans blanche, blonde, avec une petite chemise blanche avec des flamants roses dessus. Puis je me suis maquillée en 30 secondes d'écart dans les toilettes du bar avant de s'en venir. Fait que ça doit un peu paraître dans ma face. Mais c'est agencé avec les branches de lunettes, hein? J'ai un color code assez strict. Puis j'utilise des pronoms elle. Et donc, en quelques mots, d'abord, peut-être Céleste, comment va le moral aujourd'hui? C'est dur. Genre, j'ai dormi à 5 heures du matin, puis sinon, le restant, c'est un peu l'histoire. Genre, j'ai pas pu me lever de mon lit jusqu'à comme 30-40 minutes avant ça. Donc, oui, très dur réveil ce matin, c'est ça? Ouais. Et toi, Zaël? Je pense que je vais clasher avec tout le monde, mais pour vrai, ça va pas tant plus mal qu'avant. Je pense que ça fait depuis 2016 que je suis stressé sur l'avenir, puis le résultat d'hier n'a pas trop affecté ça. On va parler de pourquoi. On va parler de pourquoi dans quelques minutes. Et puis, il y a également Sad Finish qui sera avec nous pour nous présenter sa chronique humoristique, en fait son point de vue plutôt sur les résultats d'hier soir. Et en deuxième moitié d'émission, on va parler de la clinique juridique Clinix, qui est à l'UQAM et qui est spécialisée sur les questions de diversité sexuelle et de genre. On va recevoir Jemila Caron, qui en assure la direction, ainsi que la coordonnatrice Laurence Gauvin-Joyal. Ce sera en fait une entrevue qui va servir d'introduction à un nouveau segment qui s'en vient à l'émission au cours des prochaines semaines, une série de chroniques juridiques. On va vous donner tous les détails lorsqu'elles seront avec nous ici sur scène. Moi, c'est Kim Roy-Grenier, je suis journaliste homosexuel et non-binaire. J'utilise le pronom il ou elle, accord au masculin ou féminin au choix. Ce soir, sur scène, j'ai encore une chemise fleurie. Je pensais me débarrasser de ma garde-robe estivale il y a au moins un mois, mais non, c'est encore le temps de la mettre. Et j'ai un vestige de mon costume d'Halloween avec du vernis rouge éclatant. J'ai malheureusement pas gagné le concours du meilleur costume. Je blâme les organisatrices, a.k.a. notre interprète Marie Penel et l'auditrice Léa dans la salle. Mais on nous a dit que le résultat était très, très chaud. Donc, je pense que j'ai quand même bien performé. Et voilà, donc, et pantalon beige pour agencer avec le tout. Nous sommes en direct du bar Le Normandie dans le village à Montréal. C'est parti pour tous. Excellent. Donc, je vais effacer ça au montage. Je commence avec toi, Zaël, en tant qu'activiste trans. Comment tu as reçu les résultats d'hier soir? Ouais, je pense que ma position à moi elle clash quand même avec la majorité de la communauté. C'est sûr que moi, j'ai un background dans les mouvements antifascistes, puis la résistance à l'extrême droite, puis aux vagues d'actions transphobes. Puis pour moi, la vérité en ce moment, c'est que je pense pas que les résultats spécifiques des élections présidentielles aient un grand impact sur la communauté trans. Du moins pas pour les communautés les plus marginalisées. Évidemment, j'ai aucun amour ou affection pour Trump, puis j'ai comme en horreur le fait qu'un pays au complet puisse voter pour ce monsieur-là. Puis je pense que son élection va avoir des impacts pour certaines personnes, puis des trucs spécifiques, notamment genre par rapport à l'immigration ou l'accès de soins de santé pour certains genre employés fédéraux. Mais pour moi, la vérité, c'est que les deux candidats n'avaient pas, au final, des positions politiques sur la question trans qui soient tant différentes les unes des autres. Je pense que ça va être la marde, là. Je pense que ça va vraiment aller mal, mais je pense que ça aurait quand même été mal sous Harris, puis je pense que ça va déjà mal. Je pense que pour moi, surtout, ce qui va être très, très, très dommageable, plus que le résultat des élections, c'est la campagne. C'est le fait, en fait, que les républicains aient porté une campagne transphobe extrêmement violente, avec des attaques répétées, beaucoup de cash mis dans des pubs,
anti-trans. Puis face à ça, en fait, les démocrates ont répondu en reprenant les gros points des discours transphobes républicains, mais en les reformulant de manière plus polie, plus acceptable, un peu moins violente, mais sans jamais leur proposer vraiment comme une opposition. Fait que pour ça, la situation était déjà alarmante, puis je pense pas qu'Harris aurait représenté une solution de la moindre manière. Donc, je suis pas particulièrement triste qu'elle ait perdu. Je pense que, c'est ça, dans tous les cas, c'était la merde. On va y revenir à la campagne on va y revenir à la campagne de publicité qui a été faite, mais justement, parlons de Kamala Harris qui représentait, bon, pour bien des gens de la communauté LGBTQ+, un espoir. Mais tu viens de le dire, pour toi, tu vois les choses quand même assez différemment, notamment sur les enjeux trans. Ouais, c'est sûr que moi, j'ai des liens avec certains groupes militants aux États-Unis. Puis pour moi, tu sais, j'ai le souvenir de Kamala Harris comme la California's Top Cop, son surnom quand elle était procureure générale de l'État de Californie, où elle avait poussé pour bloquer l'accès des prisonniers trans aux soins de santé, où elle avait soutenu des projets... non, excuse-moi, quand elle était sénatrice de Californie, elle avait soutenu des projets de loi contre les travailleurs du sexe. En tant que procureure, elle avait mené de nombreuses poursuites contre les travailleurs du sexe. Elle s'était battue aussi contre, à certains moments, contre le fait que les femmes trans aient accès aux prisons pour femmes. Fait c'est pas une personne avec un historique super cool. Avant les dernières années, puis sa première campagne présidentielle, elle était connue comme « the most conservative of the Democrats ». C'était comme ça qu'elle s'était beaucoup fait campagne comme sénatrice. Puis pour moi, c'est ça, l'immense vague de lois et de mobilisation transphobe des dernières années, comme Roe versus Wade, comme beaucoup des trucs vraiment trash récents, ils se sont pas passés sous Trump, tu sais. Ils se sont passés sous un président démocrate. Les démocrates ont rien fait pour aider nos communautés aux États-Unis. Leur soutien se résume essentiellement à dire qu'il faut qu'on vote pour eux, sinon on va tous mourir. Puis ensuite, quand ils sont au pouvoir, à nous trahir. Fait que c'est ça. Le gouvernement Biden, pour moi, a prouvé que, ils n'ont rien fait. Puis au contraire, en fait, plus leur mandat avançait, plus ils se montraient à l'écoute des discours transphobes, notamment vers la fin, en prenant position contre l'accès à certains soins de santé trans pour les mineurs. Je souligne quand même au passage là, que la présidence des États-Unis, c'est elle qui est responsable pour la nomination des juges à la Cour suprême. Je pense que Donald Trump en avait nommé 3, ce qui a permis à la Cour de passer du côté conservateur, et ça a découlé de ça, en fait, l'invalidation de l'arrêt Roe contre Wade sur l'avortement. Donc, il y en a beaucoup qui craignent pour le mariage homosexuel. Dans les prochaines années, ce sera à surveiller. Je reviens sur cette campagne publicitaire dont tu as parlé sur les enjeux trans. Je lisais aujourd'hui quelque chose comme 200 millions de dollars qui ont été dépensés. 300 millions canadiens. 300 millions canadiens, voilà. Quel effet ça peut avoir globalement tout ce discours-là, cet impact aussi concentré dans le message sur l'inclusion des personnes trans dans la société américaine? La campagne elle a montré absolument à quel point la droite américaine était prête à faire de nous des épouvantails puis des cibles à abattre. Je reprends un terme ici qui est beaucoup utilisé dans les médias américains, là, mais le camp républicain menait une guerre culturelle, une culture war contre les communautés trans. Puis cette culture war-là, dans les médias, dans les discours avec les publicités, au niveau local, se transmet en fait dans des lois, au niveau des États, des municipalités. Puis c'est beaucoup là, en fait, que les projets transphobes se jouent aux États-Unis. Puis en ce moment, ils sont en train de gagner cette guerre culturelle-là. Ils ont mis énormément de ressources, énormément d'énergie dans promouvoir des discours transphobes, mais nulle part dans les médias, ni dans la classe politique, il y a de groupes ou de forces organisées qui leur offrent un contre-discours, puis qui organisent une vraie résistance, en fait, à ce discours, cette guerre culturelle. Je pense, puis pour moi, sérieusement, je pense que c'est ça qui a coûté en partie l'élection démocrate. Je regardais un matin les exit polls, puis le voter turnout, puis les démocrates ne sont pas sortis voter. Puis je pense que, je veux dire, les démocrates dans cette campagne-là ont refusé de se battre pour les minorités puis les personnes les plus vulnérables, en s'attendant quand même à ce que ces communautés-là sortent en masse, comme en 2020, pour leur gagner la victoire. Puis ce qu'on voit en fait en ce moment, c'est qu'il y a déjà des membres du Parti démocrate, il y a déjà des figures médiatiques associées à eux qui disent qu'en fait, pour gagner, les démocrates auraient dû prendre des positions plus ouvertement transphobes. Que ce qui leur a coûté, c'est le fait qu'ils n'étaient pas assez transphobes. Parce que pour eux, en fait, on ne vaut pas vraiment la peine, tu sais. Je pense qu'ils sont contents d'avoir le vote LGBT, genre, mais je pense que quand ça vient à aller au bat, ils sont pas là. Puis je pense que dans les prochaines années, en fait, cet effort massif de promotion des discours transphobes par les républicains, c'est qu'on va voir en fait les démocrates intégrer de plus en plus ces éléments de discours-là dans leur campagne, dans l'espoir en fait de gagner du terrain. Fait que c'est ça. Je pense que les 300 millions canadiens, comme Céleste disait, ça va donner un gros poussé dans cette guerre culturelle-là qu'on voit se mener depuis plusieurs années. Puis cette rhétorique-là, de manière générale, comment elle peut avoir un impact sur les droits LGBTQ+. C'est ça. Les discours transphobes radicaux commençaient à prendre un peu moins de place juste avant la campagne électorale et genre moins de vent dans les voiles.
Puis maintenant, en fait, la campagne électorale l'a ramené full de l'avant. Il suffit de voir le temps qui a été dédié à ça au caucus républicain cette année. Forcément, ça va se transférer dans des projets de loi et des mobilisations. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça change... en tout cas, selon moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça change pas tant qui est à la Maison-Blanche. Dans le sens que c'est beaucoup au niveau des États, des gouverneurs transphobes, des municipalités, des postes locaux, en fait, qu'il y a des lois transphobes puis qui vont s'accélérer en face à plus de légitimité dans ce discours-là, tant qu'ils ne feront pas face à un mur, tu sais. Puis ce mur-là, il ne viendra pas d'une présidence démocrate, selon moi. C'est par la base qu'il va falloir construire ce mur face au discours transphobe. Puis moi, en fait, ce qui me donne espoir un petit peu en ce moment, c'est que je vois un peu partout des collectifs aux États-Unis qui sortent un peu de l'ombre. Il y a beaucoup d'organisations grassroots qui se mettent en pied. J'étais à Philadelphie plus tôt dans l'année, j'ai rencontré des militants super cool. Il y a des gros efforts en fait de solidarité mutuelle, autogestion en fait de la distribution d'hormones, de matériel de soins. Puis notamment, il y a aussi des alliances qui se sont faites en fait dans les dernières années entre différents mouvements sociaux, notamment entre le mouvement queer puis les mouvements pro-palestiniens. À travers l'Amérique du Nord, il y a eu des grosses mobilisations des Queers for Palestine. Puis moi, je pense que cette convergence-là permet en fait d'avoir une force réelle d'opposition dans la rue. Puis je pense qu'on est loin de l'avoir en ce moment. Mais je pense qu'il y a des chances que les élections, en fait, montrent à beaucoup de gens qu'ils ne peuvent pas attendre à tous les 4 ans de voter une fois pour faire quelque chose. Il va falloir qu'ils s'organisent par eux-mêmes, qu'ils sortent dans la rue. Après, c'est ça, je pense qu'il y a du monde qui vont devoir faire un pas vers les communautés LGBTQ puis trans. Spécifiquement, il va falloir que les milieux lesbiens, pardonnez-moi, j'ai un biais LGBT, que les groupes féministes. J'ai oublié l'existence des femmes hétéros, je suis vraiment désolé. Va falloir que les milieux et groupes féministes voient la continuité directe qu'il y a entre la question des soins de santé reproductifs puis des soins de santé trans. Parce qu'au final, c'est une continuum en fait de la négation du droit à l'autodétermination des corps et à l'autonomie corporelle. Puis cette alliance, ici, je trouve qu'elle est vraiment plus forte, mais aux États-Unis, cette alliance-là me semble très très loin d'être faite. Puis pour moi, elle sera nécessaire à endiguer la vague fasciste parce que c'est deux des enjeux massifs de l'époque trumpiste, le droit à l'avortement puis les enjeux trans, plus évidemment tous les enjeux d'immigration, racisme, la Palestine. Puis bien d'autres, qu'il va falloir en fait que les groupes de la lutte sociale forment un vrai front commun qui fasse face à Trump. Convergence des luttes. Il va y avoir une vraie convergence des luttes. Céleste, je me tourne vers toi. Est-ce que tu es d'accord avec la vision de Zaël? 100%. Et sur ça, j'aimerais quand même faire un ajout. Donc, les statistiques qui sont sorties genre hier soir, dans certains États où est-ce qu'il y a eu des référendums sur l'accès légal à l'avortement, souvent, comme le référendum pour l'avortement a eu parfois comme 10%, voire presque 20% plus de votes pour que des votes pour Kamala Harris. Donc, si une chose est certaine, c'est qu'on voit comment est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui sont toujours de gauche, mais qui deviennent complètement désillusionnés avec le Parti démocrate parce qu'ils vont juste continuer à virer à droite puis essayer de soutenir leurs intérêts, souvent davantage corporatifs ou militaires, etc., mettant de côté le peuple. Puis on voit un peu le contraire de ce qui s'est passé en 2020, par exemple, avec Black Lives Matter, puis les démocrates qui ont été un peu forcés à revenir à leur base. Là, on voit comment est-ce que on n'est plus là. Puis, je veux dire, ça, c'est vraiment la grande faiblesse du Parti démocrate qui a fait en sorte à ce qu'ils sont perdus. Le fait qu'ils ont trop viré à droite, puis ils pensaient que le monde va leur suivre parce qu'ils sont la seule alternative, en guillemets, au Parti républicain. Zaël, tu veux ajouter? Oui, rapidement, exactement sur ce que tu as dit. Tu sais, en 2016, Hillary Clinton, face à Trump, elle a fait une campagne super à droite, elle a perdu. En 2020, les démocrates ont essayé de faire campagne plus à gauche, qui ont gagné dans une victoire historique. Kamala Harris, elle a essayé de faire campagne à droite, elle a perdu. Il va falloir qu'à un moment donné, ils comprennent la leçon, tu sais. Oui. Puis, je veux dire, aux États-Unis, comme les démocrates sont quasiment un parti de droite, quasiment aussi à droite que, disons, qu'est-ce que les conservateurs ici étaient il y avait 5 ans ou 10 ans. Genre, c'est à ce niveau-là qu'ils sont à droite. Imagine pourquoi est-ce que tu vas avoir le soutien de Liz Cheney. Donc, oui, je pense qu'il y aura beaucoup de réflexions qui seront nécessaires dans les mouvements-là, puis il y aura une nécessité aussi à bâtir des mouvements qui sont davantage sur le terrain, comme des choses qui ne dépendent pas nécessairement de, disons, un corps électoral. Genre avoir des personnes qui vont être présentes dans les rues pour défendre les communautés, dont on a vu, par exemple, avec des groupes d'autodéfense communautaire qui ont, par exemple, défendu leur communauté des Proud Boys, puis comme des groupes néo-nazis dans les rues. Comme ça, c'est qu'est-ce qui va être nécessaire. C'est pas d'aller voter genre une fois aux 4 années parce que ça fait pas la job, pas en tout.
des mouvements grassroots. Céleste, tu surveilles de près l'évolution des lois et projets de loi anti-trans ici au Canada. Selon toi, comment l'élection de Donald Trump pourrait influencer l'évolution de ces politiques-là de ce côté-ci de la frontière? Je veux dire, il y a deux choses qui se transfèrent sans égard à la frontière. Un, c'est le discours, c'est les rhétoriques acceptables en public. C'est le fait que, par exemple, tous les mots que l'on entend dans les discours états-uniens anti-trans se font copier-coller au Canada. Genre, imagine pourquoi est-ce que l'on parlait pas de l'idée de, en guillemets, l'idéologie du genre radical il y avait 2 ans. C'est parce que ça a été importé des États-Unis, puis ça a été importé des États-Unis, exporté ici, puis ça se fait utiliser, genre. Je veux dire, c'est les mêmes discours, c'est le même raisonnement, et en fait, c'est les mêmes groupes anti-trans qui vont aller mettre d'avant ces politiques. Par exemple, tu as certains groupes tels que LGBT Alliance, tels que Our Duty, tels que Do No Harm, tels que genre tous ces groupes-ci, des groupes anti-trans qui essaient de créer un consentement pour interdire les soins de santé, pour introduire des politiques qui vont aller viser les communautés. Ça, c'est quelque chose qui se fait importer un à un. Puis les lois, je veux dire, c'est sûr qu'au Canada, le contexte est différent, notamment à cause du fédéralisme canadien, puis à cause d'autres concepts juridiques qui sont davantage spécifiques ici. Et c'est pourquoi, par exemple, la loi anti-soins de santé trans en Alberta utilise une approche déontologique, donc en condamnant les médecins en révoquant leur permis, plutôt que criminel, parce que les provinces n'ont pas l'habileté à créer comme des peines criminelles parce que c'est en dehors de leur juridiction. Mais on va voir comment est-ce que, peu importe le cas, disons, si Polias fait élire, puis tout ça se passe, ça ne va faire aucune différence. Ils vont juste pouvoir s'adapter. Ils vont pouvoir embaucher des avocats de droite ici, puis introduire ça, puis faire passer ça, puis aller litiger ça dans les cours. C'est la même chose. Justement, parlons de l'Alberta, parce que la province, le gouvernement albertain a déposé la semaine dernière plusieurs projets de loi pour limiter l'accès aux soins de santé pour les jeunes trans, limiter l'accès aussi aux compétitions sportives pour les personnes trans et également pour exiger le consentement parental pour le changement du pronom ou changement de nom dans les écoles. Est-ce qu'il y a un lien direct à faire entre ces projets de loi-là qui ont été déposés la semaine dernière et la fin de la campagne / l'élection de Trump hier? Je dirais peut-être un peu moins directement, mais certainement indirectement, oui, en ce que leurs racines sont les mêmes. C'est sûr qu'ils ont évolué peut-être d'une manière différente et plus adaptée au contexte albertain local. Mais c'est sûr que les racines sont à la même place, c'est-à-dire la droite états-unienne, puis les désirs d'une base de droite qui veut constamment pousser le gouvernement à aller éliminer les personnes trans, disons, de l'œil public. Comment contrer ce mouvement-là de ce côté-ci de la frontière? Tu as parlé d'une réalité différente aux États-Unis, d'ici au Canada. Est-ce que les approches, tu sais, Zaël parlait de mouvement grassroots, toi aussi tu en as parlé. Est-ce que c'est la même solution que tu penses qui est nécessaire ici? Honnêtement, moi perso, je suis d'avis qu'on a besoin de plusieurs fronts différents, mais en même temps, en reconnaissant les limites inhérentes à l'organisation au sein de, par exemple, les partis politiques ou des OBNL, parce que ceux-ci vont toujours avoir des limites que l'organisation grassroots souvent ne va pas avoir. Genre, les OBNL par exemple, ils vont pouvoir aller litiger comme ces lois en cours, puis tu auras comme les partis politiques qui vont aller crier dessus le gouvernement en pouvoir aussi. T'as certainement ça, mais ils ont des limites. Ils vont pas aller loin. Ils vont pas pouvoir défendre la communauté dans les rues lorsque ça compte. En fait, je vous mentionne un cas qui est un peu un prédécesseur des lois anti-trans en Alberta. Il y avait eu plusieurs manifestations anti-trans l'année passée, devant des écoles, devant d'autres milieux à Calgary l'année passée, durant l'été. Et il y a des personnes, des communautés qui se sont fait arrêter puis se sont fait accuser dans un cas, d'agression sexuelle pour avoir défendu la communauté à une manifestation. Imagine ça. On a besoin de personnes qui sont capables d'aller défendre les communautés de, genre, des tentatives de carcéraliser les personnes trans et leurs alliés, et d'avoir du monde qui sont capables aussi d'aller revendiquer leurs droits dans les rues, parce que, je veux dire, c'est bien d'avoir du monde qui vont aller parler dans un parlement donné, mais en même temps, il faut des personnes qui vont pouvoir, par exemple, offrir des services, pouvoir parler, ou sinon juste même care for each other. Genre, cuisiner un repas lorsque tu ne te sens pas bien, genre. C'est des choses qui sont nécessaires à la survie long terme de la communauté. Et c'est comme ça que, justement,
tous les peuples qui ont été visés par des génocides dans le passé ont réussi à survivre. Je terminerai en question ouverte à vous deux. En fait, on appréhende, on est pas mal certain qu'il va y avoir des élections fédérales dans la prochaine année. Plusieurs personnes appréhendent l'arrivée du Parti conservateur, de Pierre Poilievre. Il y en a qui disent qu'au contraire, l'élection de Donald Trump hier pourrait peut-être faire en sorte qu'il y aurait un frein ici au Canada au niveau de l'électorat à appuyer le Parti conservateur. Dans les deux cas, peu importe si vous vous situez d'un côté ou de l'autre, vous pensez quoi de la nécessité d'agir dès maintenant ou au cours des prochains mois? Oui, Céleste? Ouais. Moi, j'ai commencé. Je pense que qu'est-ce qui est nécessaire en ce moment, surtout dans les milieux non radicaux, donc un peu moins nos cercles, genre Pink Bloc, etc., c'est d'avoir du monde c'est d'avoir un changement de paradigme, de cesser de prétendre que tout est beau. Je regarde nos gros OBNL qui ont comme 6 ou 7 chiffres dans leur compte de banque qui font rien à cette heure. J'en vois des gros OBNL qui vont juste prétendre que tout est beau, qui vont prétendre que les personnes trans are doing OK. J'en connais des directeurs d'organismes gays, je le dis spécifiquement gays, qui cette année m'ont dit qu'ils n'ont pas vu constater de recul dans les communautés. Je suis parfois comme, qu'est-ce que c'est ça? C'est ça qu'on a besoin de remédier. C'est ça qu'on a besoin d'adresser. Il faut que, je vais le dire, comme, je le dis un peu partout. Il faut que nos OBNL, il faut que nos institutions, faut que les parents, faut que les médecins des personnes trans, les parents, les familles des personnes trans, et bien sûr la communauté elle-même, il faut qu'on ait dedans, puis il faut qu'on morde. Parce que si on ne mord pas, on va se faire manger. Zaël, le mot de la fin là-dessus? Ouais, ben je vais clasher avec mon truc de tantôt. Moi, j'ai beaucoup plus peur de Poilievre ici que de Trump aux États-Unis. Je pense que l'élection de Poilievre ici, pour moi, elle est assurée. C'est sûr qu'il gagne. En tout cas, j'espère avoir tort. Ça risque de faire la même affaire que Trump en 2016, c'est-à-dire normaliser l'extrême droite, normaliser le pire de la politique, par le simple fait que c'est un clash avec la normale. En même temps, on pourrait dire la même affaire que c'est sous Trudeau que tous les projets de loi transphobes dans les provinces sont passés. Mais je pense que Poilievre aussi a beaucoup plus de pouvoir sur la politique interne que le président des États-Unis en a. Puis en fait, ce qui amène avec lui, ça va faire aussi, je pense que les médias vont tolérer ces discours-là. Poilievre, c'est le début, pour moi, ça va être le début pour moi d'une fascisation qui va se produire à un niveau beaucoup plus profond de la société. Puis moi, je suis d'accord avec Céleste. En fait, on est dans une période de fascisation, puis historiquement, ce qui a mis fin à des montées du fascisme, c'est des fronts populaires, c'est des unités larges des forces progressistes. Puis moi, je pense qu'effectivement, il va falloir qu'en dehors des milieux genre radicaux, les milieux militants grassroots, le monde il réalise que c'est genre le bordel, que genre partout à travers le monde, le fascisme est en train de monter au pouvoir. Il va falloir que les syndicats prennent position, puis sortent dans la rue. Il va falloir que les grosses organisations sortent dans la rue. On l'avait vu avec Nous serons passage, c'est pas facile de mobiliser les grosses machines pour lutter contre nos gouvernements, mais il va falloir que le monde y réalise que c'est la victoire ou la mort. Puis moi, je préfère la victoire. Ouais. Sans surprise. Puis il va falloir que le monde il se réunisse partout, dans les quartiers, dans les villages, dans les villes, dans les milieux de travail. Il va falloir que le monde il se parle. Puis il va falloir que ça s'organise à tous les niveaux parce qu'on fait face à une menace d'une ampleur qu'on n'a pas connue de mon vivant. Que je dirais qu'on n'a probablement pas connue depuis 1939, à peu près. À donner une décennie ou deux. Mais puis je pense que ça va demander beaucoup de monde qui se mette en marche de manière très, très, très large. Puis ça va être des années difficiles. C'est pas très joyeux à dire, mais je pense qu'on a la capacité de gagner parce que les gens l'ont fait dans le passé. En tout cas, votre appel est très clair à toutes les personnes qui nous écoutent. Zaël Gour, Céleste Trianon, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Et puis, Céleste, je sais que tu dois quitter. Je te laisse aller à ton autre rendez-vous. On est même un petit peu en retard. Merci beaucoup. Zaël, tu es bienvenue à rester si tu veux. Merci beaucoup. Merci. C'est pas celle-là. Thème neutre. C'est pas le thème neutre, ça. C'est les nouvelles. Oui, voilà. Hein?
Alors, on poursuit la discussion avec... discussion, c'est plutôt, je vais lui tendre le micro, mais on accueille sur scène Sad Finish. Bonsoir, Sad. Oui, bonsoir, tu vas bien? Oui, merci, toi. Ça va très bien. Oui, c'est rare que je m'attendais pas à entendre ça ce soir. Mais... C'est rare où je vais bien. Bon, non, mais c'est plus de la journée. Est-ce que tu peux te décrire et nous partager tes pronoms, s'il te plaît? C'est vrai. Alors, si je dois me décrire, je suis bronzé de peau, j'ai des cheveux crépus, relativement longs, j'ai un cardigan fleuri, mais de la bonne manière. C'est tout. Et un joli collet, hein? Et un petit collet de grand-mère. C'est magnifique avec Je les boutons attachés. Là. Oui. C'est très, Merci. très soigné. Merci, Sad. Oui. Donc, ce soir, tu nous as préparé une réflexion. Normalement, ça devait être une chronique humoristique, mais c'est très difficile de faire des blagues avec des temps aussi moins drôles. Donc, j'ai essayé de faire des blagues, mais on verra si ça va vous faire rire ou pas. donc on t'écoute. Parfait. Alors, je cherche mes notes. Excellent. Chronique Toast. Ok. Vous êtes prêts? Moi aussi. Ce matin, je me suis réveillé, l'impression de vivre un voyage dans le temps. J'avais l'impression d'être en janvier 2017, Trump est réélu. Jusqu'à ce que je lise sur les réseaux certaines personnes dire « peut-être que ce sera différent cette fois ». Et là, je réalise que non, ce n'est pas un voyage dans le temps, c'est juste les Américains qui font ce qu'ils font de mieux, répéter les mêmes erreurs. Aujourd'hui, pour se rappeler de comment c'était avoir un Cheetos comme président de la première puissance mondiale, je vais vous faire voyager dans le temps. Parce que, comme pour Voldemort, si tu dis son nom trop fort, j'ai l'impression que ça m'enlève des points de fierté. Fait que dorénavant, on va l'appeler Cheetos. Un petit voyage dans le temps. Là où les arcs-en-ciel ne flottaient pas encore aussi librement qu'ils devraient. Oui, nous allons parler de l'élection de Cheetos. L'homme qui a transformé Make America Great Again en Make America plus conservateur et moins gay. Alors, imaginez la scène. L'année 2016, Trump en mode « je suis un businessman » se présente aux élections. Et là, la communauté queer américaine qui jusque-là se disait « bon, on a le mariage gay, ça va, on est tranquille, non ?» commence à s'inquiéter. C'est comme arriver chez quelqu'un avec un profil vide sur Grindr à 6h du matin et pendant la fellation réaliser que tu connais déjà cette queue. Comment on a fait pour en arriver là? On va pas se mentir. En tant que queer, son arrivée à la Maison-Blanche en 2016, c'était un peu comme si ton plat préféré était dans le four et que quelqu'un venait te dire « Ah, d'ailleurs, on a décidé de couper les 2/3 de la recette et remplacer le reste par du tempeh. » Qui aime le tempeh? Je suis désolé pour les fans de tempeh. 30 octobre 2017, premier grand moment de l'ère Cheetos. L'armée. Là, je vous le dis, c'est le surprise, surprise. Le Cheetos suprême décide qu'il n'y a pas de place pour les personnes transgenres dans l'armée. Non mais sérieusement, qui a besoin de gens courageux, prêts à se battre pour leur pays? Je sais pas, des personnes courageuses comme les personnes transgenres, par exemple. Mais sérieusement, pour moi, le vrai courage, c'est de pouvoir être soi-même. Alors dire qu'une personne trans n'est pas assez militaire juste parce qu'elle ne rentre pas dans le moule que le Cheetos se fait du genre, c'est ignorer tout ce qui fait la force d'un groupe, la diversité. En gros, le Cheetos était en mode « Ok, vous pouvez être soldat, mais seulement si vous restez discret par rapport à votre identité. » Le courage, c'est d'affronter l'injustice, pas de rester discret sur qui on est. 16 août 2019. Le gouvernement Cheetos a demandé à la Cour suprême de rajouter une loi qui permettrait de virer une personne transgenre car elle est transgenre. Une semaine plus tard, ils ont demandé à autoriser la discrimination anti-gay au travail. Les droits au travail? Ah, c'est trop demandé, ça. Dans l'administration de Cheetos, on a eu droit à un grand « non, non, non », tu souris et tu fermes ta gueule. Imagine les Américains et tout d'un coup, un matin, tu te réveilles. Et imagine, t'es américain et tout d'un coup, tu te réveilles un matin et tu te rends compte que tu pourrais être licencié pour être toi-même. Être qui tu es. N'avoir menti à personne. En gros, ils sont comme ma mère. Elle me dit, tu peux être gay, mais pas fier. Mais attendez, ce n'est pas tout. L'administration de Cheetos s'est aussi attaquée à la jeunesse queer. Ah oui, parce qu'il faut bien comprendre que pour les jeunes trans, non-binaires et autres personnes LGBTQ2IA+, en général, l'école n'a pas toujours été un endroit sûr. Eh bien, sous Cheetos, c'est un peu comme
une émission de télé-réalité où on élimine les candidats les plus vulnérables. Oups, ton identité de genre ne correspond pas à ce qu'on veut, pas de souci. On va te dire que tu n'as pas le droit d'aller aux toilettes de ton choix. Super. Alors on se retrouve dans un monde où l'élection de Cheetos a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans un arc-en-ciel. Mais la communauté queer n'est pas du genre à se laisser abattre par un orage. Et c'est pas une tornade de fromage artificiel qui va nous abattre. Et si l'histoire de Cheetos n'était pas une love story avec les queers, elle a inspiré un revival de la résistance et de la solidarité. Parce que, vous savez quoi? Rien ne motive plus qu'un méchant qui essaie de détruire ton bonheur. Et croyez-moi, après ça, on a tous appris à aimer encore plus fort. Et finalement, mes chers amis, l'ère Cheetos nous a appris une chose précieuse. Même quand la politique fait tout pour vous écraser, l'humour et l'amour de soi, ça reste la meilleure arme. Peut-être que la politique était contre nous, mais nous, on a continué à briller, à danser et à prouver que l'amour et la diversité ne disparaissent pas aussi facilement que les promesses d'un businessman à la tête de l'État. Alors pour conclure, je citerai Pablo Neruda, on peut couper les fleurs, mais on ne peut pas arrêter le printemps. Merci. Merci beaucoup. Merci, Sad. Merci à vous. Merci de m'avoir écouté. J'avais rien à ajouter. Voici maintenant les nouvelles nationales et internationales. Toujours aux États-Unis, les élections d'hier ont permis de renforcer le droit à l'avortement dans certains États comme l'Arizona, le Colorado, le Maryland, le Missouri, le Montana, le Nevada et New York. En revanche, l'électorat de la Floride et du Dakota du Sud ont rejeté des propositions visant à élargir l'accès à l'avortement. En Floride, l'avortement est interdit après 6 semaines de grossesse. À l'approche du jour du souvenir, le 11 novembre prochain, les Archives gays du Québec soulignent cette année les 40 ans d'un geste symbolique de l'Association pour les droits des gays du Québec, qui, le 11 novembre 1984, a déposé une couronne de fleurs roses en forme de triangle au pied du monument du Square Dominion dédié aux soldats morts lors de la Seconde Guerre mondiale. L'objectif était de commémorer les victimes homosexuelles des camps de concentration nazis, identifiées par un triangle rose apposé sur leurs uniformes. L'Association pour les droits des gays du Québec a toutefois dû contourner des vétérans et des survivants juifs qui s'opposaient au dépôt de la couronne de fleurs roses. Interligne récidive avec sa soirée bénéfice La Grande Démesure le 15 novembre prochain. La 9e édition de sa levée de fonds annuelle aura lieu au Hall Sainte-Catherine, dans le village à Montréal. Plusieurs artistes seront de la soirée, dont Gisèle Lollebaille et Barbada. Les billets sont en vente sur le site Internet d'Interligne, un organisme qui offre notamment un service d'écoute pour les membres des communautés LGBTQ+. Je vous rappelle brièvement que depuis cet automne, nous avons maintenant une plateforme de dons sur notre site Internet. Toute contribution est la bienvenue afin de nous permettre de pérenniser l'aventure de tous. Le petit bouton est en haut à droite, au centre. Il est à plein d'endroits. N'hésitez pas si jamais vous souhaitez nous encourager. Et par ailleurs, le 27 novembre prochain, nous ferons une émission spéciale sur la littérature dans le cadre du Salon du livre de Montréal. Parmi nos invités, les autrices Ève Bilodeau ainsi que Valérie Simard et nos collègues Kamala Macrel et Parfaite Moussouanga seront avec nous également. C'est un rendez-vous. Clinique, c'est une clinique juridique à l'UQAM, oui, sur les questions de genre et de sexualité. C'est en fait un cours pour les étudiants en droit afin de les outiller à devenir des juristes engagés pour lutter auprès des milieux communautaires. Clinique a accueilli sa première cohorte à l'automne 2023 sous l'impulsion de la professeure au département de sciences juridiques, Jemila Caron, qui en assure la direction. Bonsoir, Jemila. Bonsoir. Bienvenue sur la scène du Normandie. Merci. Est-ce que tu étais déjà venue ici pour chanter avant ou c'est vraiment là, ta première fois? Non, je suis venue lors d'un apéro clinique post-cours. En plus, tout est dans tout. Pour nos auditeuristes à la maison, est-ce que tu peux te décrire physiquement et nous partager tes pronoms? Oui, alors j'utilise en ce moment le pronom Yel.
Physiquement, je me décrirais comme un animal humain. Je suis une personne blanche, j'ai des lunettes, je travaille très fort à me faire un petit mulet et puis j'ai une chemise noire aujourd'hui. Donc la patience, Voilà. ça va finir par pousser, c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi faire partie des communautés LGBTQ+? Ben, déjà, ça veut dire faire partie. Donc pour moi, c'est vraiment important. Donc appartenir à des communautés remplies, bien entendu, de tensions, de contradictions. C'était aussi pour moi quelque chose de particulièrement important parce que j'ai migré récemment vers le Québec. Et donc ça a été pour moi une façon de connaître des gens. Merci d'être là. Et puis, ultimement, peut-être en lien aussi avec mon travail, avec mes convictions, c'est pour moi un lieu de lutte. Et je pense que j'y suis aussi particulièrement sensible aujourd'hui. Nous accueillons également la coordonnatrice de Clinix, Laurence Gauvin-Joyal, juriste, étudiante à la maîtrise en droit et militante des questions de genre et de sexualité. Bonsoir, Laurence. Salut! Même question, est-ce que tu peux te décrire physiquement et nous partager tes pronoms? Oui, donc j'utilise les pronoms elle et elle. J'ai un bonnet bleu, en bonne lesbienne. J'ai une petite camisole noire. J'ai des abstraits sur les bras. Je suis blanche et je parle beaucoup avec mes mains. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi faire partie des communautés LGBTQ+? Alors, c'est une grande question. J'ai envie de répondre que pour moi, je le vis avec beaucoup de bonheur et de plaisir, avec beaucoup aussi d'apprentissage. C'est un lieu pour moi de fête, de rencontre, d'ouverture. Voilà. Et je le vis aussi à Montréal comme quelqu'un de très privilégié avec plein de lieux de rencontres, même si on n'en a pas tant que ça finalement, mais plein d'occasions. Et donc, je dirais beaucoup de joie. Et je sais que tu as fait la route d'Ottawa pour venir ici ce soir. Merci beaucoup de t'être déplacé pour être avec nous. Alors, je commence avec toi, Jimila. Clinix est né de la volonté de l'UQAM de créer une nouvelle clinique juridique à la suite d'un changement législatif qui a permis de donner des conseils juridiques dans ce type de clinique. Est-ce que ça a été facile de convaincre l'université de créer une clinique spécifiquement dédiée aux questions de diversité sexuelle et de genre? Oui et non. Il a quand même fallu convaincre en fait de la thématique sur les questions de genre et sexualité. Puis c'était vraiment important pour moi qu'on parle de genre et de sexualité dans un aspect intersectionnel. Donc il a fallu expliquer pourquoi. Après, je pense que l'actualité a vite fait aussi comprendre l'importance de ces luttes au niveau des luttes justement juridiques. Mais en même temps, non, parce que la clinique s'inscrit dans le département des sciences juridiques de l'UQAM, qui est un département qui a pour mission de former des juristes en lien avec la justice sociale. Et dans ce sens-là, la clinique se rentrait directement dans les objectifs du département. La clinique s'est co-construite avec le milieu communautaire. Comment s'est fait cette collaboration? Alors, c'est vrai que c'est une clinique qui s'est co-construite. Puis ça, c'était un de mes rêves. J'ai fait des cliniques juridiques avant. J'en ai créé d'autres avant, mais pour moi, quelque part, ça correspondait à ma vision des cliniques juridiques. Comment on l'a fait? C'est qu'on a créé un cours de co-création à l'UQAM où des personnes étudiantes se sont inscrites pour créer la clinique. Donc, c'était une façon d'avoir la vision des personnes étudiantes, puisque c'est une formation universitaire, donc destinée aux personnes étudiantes. Mais après, en plus de ça, dans ce cours, on a aussi consulté, en faisant des entretiens, des professionnels du droit engagés pour leur demander, OK, qu'est-ce qui vous a manqué durant votre formation en droit, qui vous est utile pour être ce genre de juriste? Et on a aussi fait un sondage auprès de tout le milieu communautaire pour connaître à la fois leur potentielle envie de s'engager avec une clinique juridique, mais aussi pour connaître un peu, selon LE, qu'est-ce qui manquait actuellement aux juristes pour pouvoir travailler sur ces questions. Laurence, tu faisais partie de ce cours de création de la clinique. Qu'est-ce que tu allais chercher en tant qu'étudiante dans ton parcours, là? Qu'est-ce que tu y allais chercher avec ce cours-là? J'allais chercher ce que je n'avais pas trouvé encore à l'UQAM. Donc, bien que le département de sciences juridiques de l'UQAM se targue d'être un département de justice sociale, critique, etc., j'avais peu trouvé, en fait, ce genre d'endroit à l'UQAM dans mes cours, voire pas trouvé. Et donc, quand j'ai entendu parler de ce cours de co-création de clinique, surtout sur des questions de genre et sexualité, évidemment que je suis sautée à pieds joints à l'intérieur. Et donc, j'allais, en fait, rechercher ce que j'avais trouvé un peu dans mon parcours en études féministes, donc vraiment de marier des questions de droit avec des questions avec des optiques critiques,
Aussi de juste réfléchir sur ma posture en tant que juriste, de réfléchir à la place du droit dans les luttes sociales, ce que la clinique m'a offert, raison pour laquelle je suis restée aussi en tant que coordinatrice. Et durant ce cours aussi, je pense que vous avez élaboré une brochure sur le mégenrage. Je ne sais pas si c'est celle-là que vous avez... Non, il y en a une autre parce qu'on va en reparler après. Mais cette brochure sur le mégenrage, donc, qu'est-ce que vous avez fait comme travail au juste à ce moment-là? Oui. Donc, dans le fond, le travail qu'on a fait tout au long de cette session-là, c'était collectivement de créer, comme tu l'as dit, une brochure sur le mégenrage. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de réfléchir à ses implications en droit. Donc, qu'est-ce que le mégenrage sur des points de vue juridiques? Et puis, de s'intéresser à comment est-ce que des personnes victimes de mégenrage à l'UQAM, par exemple, pourraient utiliser des recours internes. Donc, c'était vraiment une brochure qui était faite par et pour les personnes étudiantes de l'UQAM, ce qui est aussi quelque chose de fondamental pour la clinique, c'est-à-dire d'avoir un regard critique sur notre institution. Tu veux ajouter quelque chose, Jemila? Je voulais finir sa phrase, mais... Elle l'a fait toute seule. Ben justement, ça, c'était donc juste avant la première cohorte officielle en septembre 2023. Ça a jeté vraiment les bases du modus operandi de la clinique. Depuis, Jemila, comment ça se passe avec les étudiants concrètement dans les cours? Comment vous travaillez avec les étudiants et le milieu communautaire? Je voulais juste dire avant que si on a fait tout ce processus qui a fait en sorte qu'on a eu un démarrage un peu long, quelque part, ce processus de co-création, il continue. Donc, ce n'est pas quelque chose qui s'est arrêté au moment où on a eu les premiers dossiers dans la clinique, puisqu'on continue de travailler, notamment avec le Conseil québécois LGBT, mais aussi ensuite sur chacun des dossiers avec les groupes communautaires. Donc, on continue de réfléchir à comment faire bien et mieux notre travail. Après, concrètement, la clinique, ça s'organise autour d'un cours ouvert aux personnes du bac et de la maîtrise en droit, mais plus spécifiquement du bac en droit. Et ces personnes, c'est un petit groupe, c'est 12 personnes, vont venir en classe chaque semaine et là vont faire un peu ce que Laurence a décrit avant. Donc réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'être une personne qui fait du droit, qui est engagée, quelle est la place qu'on occupe, qu'on devrait occuper ou ne pas occuper à l'intérieur des luttes, démystifier aussi le rôle du droit dans les luttes, etc., etc. Ça, c'est le travail de réflexion qu'on fait en classe. Et après, en plus de ça, ces 12 personnes, chaque session, elles sont divisées en 4 groupes qui va travailler avec 4 dossiers en lien avec 4 organismes communautaires qui se sont adressés en fait à la clinique du fait qu'il y a un besoin juridique. Et en fait, sur chacun de ces dossiers, les personnes étudiantes, le groupe communautaire, ainsi qu'une supervision juridique, ça veut dire quelqu'un qui est spécialisé vraiment dans le domaine qui concerne ce dossier, va cheminer tout au long de la session pour arriver à la fin à un résultat qui peut être une brochure d'information juridique, comme on en a parlé, mais ça peut être aussi une formation, un avis juridique, donc ça peut prendre différentes formes. Tu viens de souligner, juste avant de répondre à la question, à quel point c'est encore en développement avec le milieu communautaire. C'est vraiment au cœur du travail que vous faites, cette collaboration-là, cette pratique communautaire. Pourquoi? Pourquoi autant d'importance? Pourquoi ça s'inscrit vraiment dans l'ADN du projet? Je réponds? Ouais. Parce que l'idée, c'est justement de former des juristes qui ont une optique de défense collective des droits, qui vont s'adresser aussi donc aux discriminations, aux problèmes collectifs rencontrés par les groupes. Et c'est une vision qui va un petit peu avec ce qui a été dit dans le premier panel, qui est un petit peu notre vision de comment le changement peut être amené, qui vient par développer des mouvements de masse qui vont aussi s'organiser autour du travail fait par ces communautés. Et pour répondre à ça, on a aussi une approche particulière dans la clinique, ce qui s'appelle l'approche communautaire du droit. Donc vous voyez que toutes ces choses sont reliées et qui pense justement comment est-ce que les juristes peuvent travailler avec des communautés, parce que l'idée derrière, c'est que c'est comme ça que le changement arrive. Oui, Laurence? Oui, pour ajouter peut-être, du fait justement que la clinique a une approche communautaire du droit, depuis l'automne 2023, on travaille justement en collaboration avec le Conseil québécois LGBT pour notamment consolider cette structure de la clinique pour notamment essayer de ne pas reproduire certains rapports de pouvoir qui notamment existent entre les milieux communautaires et universitaires et juridiques, j'aimerais dire. Puis pour vous donner une petite idée, on travaille depuis 1 an donc sur 5 grandes thématiques que je me permets un peu de nommer pour vous donner une idée sur ce quoi on travaille avec le Conseil québécois. Donc on a notamment travaillé à réfléchir à comment sélectionner les dossiers. Donc concrètement, c'est quoi les critères, comment on fait.
Ensuite, on a aussi discuté de toute la communication avec les milieux communautaires. Donc, autant nous, de par la clinique, mais aussi les personnes étudiantes, comment est-ce qu'elles devraient ou devraient pas communiquer avec le milieu communautaire. On a aussi réfléchi aux compétences que des juristes qui souhaitent travailler auprès des milieux communautaires devraient développer. Puis on a tout le volet gestion de conflits, dont on a largement réfléchi. Donc, qu'est-ce qui se passe s'il y a des conflits entre nous, entre le milieu communautaire, entre la personne aussi qui supervise le mandat sur le plan juridique. Puis finalement, on a travaillé aussi des points de tension, puis des stratégies qui peuvent exister. Si on pense, par exemple, à des attentes qui pourraient être en décalage entre le milieu communautaire, mais aussi par les personnes étudiantes, notamment du fait qu'on est un cours. Et donc, des fois, il y a des attentes du milieu communautaire que, par exemple, les personnes étudiantes aient un certain langage, mais du fait qu'elles sont en apprentissage, bien, il y a aussi tout cet enjeu de comment respecter le fait qu'on bâtit justement un apprentissage et voilà. C'est vraiment un gros travail, en fait. Il y a des fans du projet dans la salle, félicitations. C'est vraiment, ce que je comprends, c'est vraiment un gros travail de concertation, de rapprochement, et ça a amené déjà à des débouchés concrets. Laurence, on va en parler d'un premier exemple de ce qui a été fait au printemps dernier, toujours avec le Conseil québécois LGBT. Donc, il y avait le congrès à la fin mai, et il y a 2 étudiantes, dont Claude ici présente, allô Claude, qui ont donné un atelier sur le droit à la non-discrimination. C'est une formation qui a été développée donc en partenariat avec le Conseil LGBT et c'est important ce partenariat pour vraiment orienter comment bâtir la formation, c'est ça? Oui, exactement. Ben, si je peux me permettre de commencer par dire que ça a notamment émané du fait que, suivant le questionnaire qu'on a envoyé aux organismes communautaires à l'automne 2022, il y a ce constat qui a émergé du fait qu'il y avait une grande difficulté par certains organismes communautaires de cerner une composante juridique à un enjeu. Et donc, suivant ce constat, comme tu l'as dit, avec le Conseil québécois LGBT, on a développé une formation pour tenter de reconnaître des situations de discrimination fondées sur l'orientation sexuelle, sur l'identité de genre et sur l'expression de genre. Et donc, l'idée, c'était vraiment, justement, de permettre de mieux reconnaître, cerner une composante juridique. Et donc, comme tu l'as dit, cette formation a été donnée premièrement au Congrès des membres, donc en mai passé. Puis, suivant une réception, somme toute très, très positive, il y a notamment d'autres organismes communautaires qui nous ont contactés pour que cette formation soit redonnée, ce qui a notamment été fait par Claude et Yixine. Merci encore pour tout votre travail sur le projet. Et je souligne aussi la présence de Fred. Je pense que Fred a collaboré beaucoup au Conseil dans l'élaboration de cette formation. Et j'ai un petit biais, j'y étais à ce congrès. Donc, j'ai reçu la formation. Et j'ai quand même eu un background en droit à l'université légèrement. Et je me suis trompé sur plein de questions. Donc, vraiment, ça fait du bien d'avoir un petit refresh sur toutes ces notions de droit à la non-discrimination. Jimila, Laurence, toutes les deux, vous avez devant vous une brochure qui a été lancée avant hier, en début de semaine. C'est-tu celle-là? Là? Ça, c'est la bonne, OK? C'est une brochure en collaboration avec les 3 sexes. C'est bien ça? Qu'est-ce que c'est? Oui, alors lundi, le 4 novembre, merci Jimla, on a lancé cette super brochure sur la cybersextorsion qui s'appelle « Le traitement de la cybersextorsion en droit », qui a été réalisé, comme tu l'as dit, Kim, avec l'organisme Les 3 sexes. Pour celles qui nous regardent sur YouTube, on vous montre actuellement la brochure pour vous donner envie d'aller la lire, puisqu'elle est actuellement disponible en ligne sur notre site Internet, clinics.uqam.ca, sinon sur nos réseaux sociaux également. Dans le fond, c'est le fruit d'une année de travail de certaines personnes étudiantes de la clinique à l'automne 2023 et à l'hiver 2024, dans le but d'offrir un outil vulgarisé sur les implications juridiques en lien avec le phénomène de la cybersextorsion. Un peu comme le mégenrage, on a tenté dans un premier temps de réfléchir à quelles seraient justement ces implications juridiques en lien avec la cybersextorsion, définies de manière très large. Donc nous, on l'a réfléchi à travers toutes les violences à caractère sexuel qui ont une composante technologique. C'est-à-dire que ça pourrait, par exemple, être l'envoi d'un sexto sans consentement. Ça pourrait être également la menace de publier une photo nue, etc., etc. Donc, on s'est intéressé premièrement à leur implication juridique, puis on s'est intéressé au type de recours qu'une personne victime de cybersextorsion pourrait entamer.
Puis ensuite, on s'est concentré sur des protections particulières en matière de travail et en matière scolaire pour ensuite se concentrer sur 3 cas types pour vraiment davantage creuser en fait ces notions juridiques puis essayer vraiment de les rendre plus vulgarisées, plus accessibles à travers des illustrations. Puis pour finir sur une ouverture sur les questions de justice réparatrice et finalement avec une liste de soutien juridique, psychologique et communautaire. Donc c'est ça qu'on a fait. On a reçu Mylène des Trois Sexes pour discuter plus en profondeur de ces enjeux-là, puis c'était un réel plaisir. Mylène de Repentigny, directrice générale, oui. Salutations à Isabelle qui est dans la salle aussi. Une grande famille, on aime ça. Jemila, justement, quand on prend cette brochure-là, il y a vraiment, c'est la combinaison en fait d'un savoir académique et d'un savoir communautaire. Qu'est-ce que ça vient apporter comme valeur ajoutée à un tel travail? Le fait d'être la clinique juridique, tu veux dire? Ouais. De collaborer, de mettre ça ensemble et de signer ensemble ce projet-là. Ouais, c'est une question que je trouve délicate. C'est pour ça que je la pose. On en a parlé, parce que pour nous, c'est essentiel de se demander, OK, qu'est-ce qu'on amène en tant que clinique juridique universitaire? Donc, on est inscrit vraiment dans une université avec aussi les ressources, le capital social qui vient avec ça. Et donc, de toujours se poser la question déjà de comment est-ce qu'on mène la collaboration, jusqu'où on va, comment aussi on ne prend pas trop de temps aux organismes communautaires avec lesquels on travaille et comment on n'extirpe pas non plus le savoir de ces groupes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on collabore, comme sur ce genre de brochure. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, on joue aussi, quand on fait de l'information juridique de ce type-là, sur le label qui vient un petit peu avec le fait d'être une université, d'avoir une certaine reconnaissance, d'avoir aussi une certaine reconnaissance scientifique, d'où l'importance de signer ce genre de documents par clinique de justice sociale de l'UQAM, mais en même temps l'importance de toujours mettre en avant la collaboration qui est faite avec les Trois Sexes en l'occurrence, puis qui de nouveau est une collaboration qui se fait dès le début de l'idée même du projet, tout au long du projet et ensuite même au niveau de la diffusion de ce projet-là. Ça a eu un impact sur la confiance entre ce milieu académique et ce milieu communautaire. Cette confiance, elle a évolué à travers le temps depuis que vous avez commencé. Laurence, je te vois hocher de la tête. Comment tu décrirais en fait cette confiance avant, pendant, après? Je dirais moi, je vois quand même une immense différence depuis le début. Je dirais aussi que je pense qu'au fur et à mesure des collaborations, on voit qu'on tente vraiment de répondre à un besoin de terrain, un besoin communautaire, puis qu'on n'essaie pas d'instrumentaliser à quelque part les organismes communautaires. Puis je pense que ça fait la différence dans les rendus. Tu sais, si on reprend l'exemple de la brochure sur la cybersextorsion, c'était vraiment fascinant parce que ça nous a amené tout plein de discussions sur le plan de la forme pour savoir justement comment s'assurer que le besoin des Trois Sexes, qui était d'avoir un outil vulgarisé, pouvait être rempli. Puis ça a mené notamment à, OK, quand on parle des recours judiciaires, est-ce qu'on y va en termes d'objectifs, par exemple? Par exemple, alors que pour des juristes, des fois, le réflexe, c'est d'y aller en termes de domaine de droit, alors que c'était pas ça qui était pertinent. Puis en l'occurrence, ça nous amène à réfléchir vraiment ensemble à comment le nommer, puis à partager un langage qui est des fois juste non compris ou du moins compris. Puis je trouve que ça fait en sorte que la confiance se bâtit au fil du temps. Je pense que c'est normal que ça prenne du temps. Je pense que ça fait quand même 3 ans que Jemila bâtit ces liens de confiance. Jamais tu veux parler un peu plus des liens de confiance? Oui, bien, en fait, je vais apporter la discussion sur un enjeu similaire parce que le temps file et on va poursuivre la discussion après l'émission, par exemple, nous autres, là, qui est ici. Mais je terminerai là-dessus, Jemila, sur les besoins, des besoins du milieu communautaire, mais les besoins des communautés LGBTQ+, en général, au niveau de l'accès à la justice. Je sais que tu as lu un rapport là-dessus aussi, puis je pense que il y a quelques éléments que tu voulais partager. Oui, c'est un thème qui est vraiment important pour moi. Puis déjà qu'on se questionne sur qu'est-ce qu'on veut dire par accès à la justice et pourquoi on utilise accès à la justice. Est-ce qu'on parle véritablement d'accès à la justice ou est-ce qu'on parle d'accès, par exemple, à des tribunaux ou de l'accès à des professionnels du droit? Donc, de faire attention, le mot justice, il est quand même fort. Puis si on prétend donner un accès à la justice, il faut voir comment on le fait.
On a effectivement de la chance au Canada et au Québec parce qu'il y a eu 3 rapports qui sont sortis en 2022 et qui arrivent aux mêmes conclusions et qui parlent de l'accès à la justice, en particulier pour les personnes trans et non-binaires, mais il y a probablement des conclusions qui sont valables pour l'ensemble des communautés, dont un qui a été écrit par William Ebar et d'autres co-auteurs. Et puis, je vais juste revenir sur quelques constats principaux de ce rapport. Le premier, c'est de dire les communautés, là on parle des personnes trans, non-binaires et bispirituelles, ont plus de problèmes juridiques que les autres personnes dans la société. Donc ça, c'est la première conclusion. Que ces problèmes juridiques concernent tous les domaines du droit. Donc ce n'est pas uniquement des questions de discrimination, c'est des questions de logement, c'est des questions de voisinage, c'est des questions d'emploi, c'est des questions de rapport à la police, etc. Mais que les personnes, paradoxalement ou pas, je pense, on peut recours en fait au système judiciaire pour régler ces problèmes-là. Et quand on se demande pourquoi, il y a effectivement des réponses dans ces rapports, notamment le fait que le droit est souvent le problème. Donc, se saisir du droit alors que le droit est le problème, c'est compliqué. Le fait aussi qu'il y a un manque de confiance qui s'est bâti au fil du temps avec les systèmes judiciaires et avec les agents et agentes quelque part de la justice, mais aussi les services inadéquats. Et c'est là où on peut faire le lien avec la Clinix, les services inadéquats des juristes en la matière, soit parce qu'il n'y a pas peu de juristes concernés, il y a peu de juristes qui sont formés sur ces questions, il y a peu d'endroits communautaires où on a des services juridiques, c'est des services qui coûtent cher, donc les gens se sentent mal desservis et ont l'impression souvent que d'aller vers le recours au niveau juridique, ça va aggraver leurs problèmes et non résoudre leurs problèmes. Donc ça, c'est un petit peu les constats. Le constat, on le lit en classe, hein, le constat principal de ce rapport, c'est que le droit est un des problèmes et non la solution dans l'équation. Alors nous, on essaie quand même de donner un petit peu d'espoir dans le cadre de la classe, mais c'est vraiment de s'interroger pour qu'on n'ait pas juste plus de gens qui ont accès à un système qui est dysfonctionnel, mais qu'on travaille vraiment à la transformation de ce système. On va s'arrêter ici aujourd'hui, pas parce que c'est la fin de cette discussion, mais parce qu'on va la poursuivre, cette discussion, au cours des prochaines semaines. C'est ce que je disais en début d'émission. C'est d'ici la fin de la saison, à la mi-décembre, chaque semaine, on va accueillir des étudiants de la cohorte actuelle de Clinix qui, avec des représentantes d'organismes communautaires, vont venir nous parler de leur projet, du travail qu'elles ont fait ensemble. C'est notre premier partenariat académique. On est vraiment très fiers de le faire avec la Clinix de l'UQAM. Oui. Alors, on a aperçu des sujets au cours des prochaines semaines. Les uniformes genrés en milieu de travail avec la Fondation Émergence, un guide sur les demandes d'asile avec Agir, des outils de dénonciation pour des situations de discrimination avec le Conseil québécois LGBT, et il m'en manque un. Réseau. Accès aux soins de... Le cruising. Ça, c'était l'an dernier. Ça, de l'an dernier, là. C'est la question du cadre légal qui entoure les personnes qui travaillent dans l'organisme réseau lorsqu'elles se trouvent dans des situations où il y a de la consommation de drogue illicite. Donc, ça s'en vient au cours des prochaines semaines, à l'exception du 27 novembre, puisque ce sera notre émission spéciale littéraire. Jamila Caron, directrice de Clinix, et Laurence Gauvin-Joyal, coordonnatrice de Clinix, merci à vous de votre présence et d'avoir pris le temps de vulgariser Merci à toi. Votre C'est un domaine. plaisir. Merci à vous. Merci. C'est la fin. Mes remerciements cette semaine, nos invités Céleste Trianon et Zaïl Gour, merci d'être venus donner votre point de vue sur les élections américaines. Merci à Sad Finish pour sa réflexion sur la réélection de Cheetos. Nos invités également, Jamila Caron et Laurence Gauvin-Joyal de la Clinix à l'UQAM. Merci beaucoup. À la recherche, Caroline Desmartins. À la technique, Chante Abralian. Et nos interprètes en langue des signes, Marie Penel et Daphné Pierre-Louis. Et derrière le bar, comme chaque semaine, Dominique Séguin. Bon retour, Dominique. Merci à l'appui financier du Réseau de la santé sexuelle des sourds du Québec pour l'interprétation en langue des signes. Merci à l'appui financier de la Société de développement commercial du village et merci également à l'appui financier de la Caisse d'économie solidaire Desjardins à travers le Fonds d'aide au développement du milieu. On vous invite à venir nous voir ici au Normandie tous les mercredis dès 19h. Vous voyez, il y a de l'ambiance, il y a des gens qui se parlent, qui applaudissent. On aime ça venir de vous voir ici avec nous. Il y a du karaoké après, si jamais ça vous tente.
On vous invite également à vous abonner à notre infolette. Le formulaire est dans le bas de toutes nos pages Internet et c'est vraiment le meilleur moyen de rester informé des développements liés à l'OBNL. On vous invite à nous suivre également sur les réseaux sociaux, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, mon compte personnel. Ici Kim Roy-Grenier, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine. Merci, bougez pas parce que c'est la période de questions.